Et si c'était moi? Le balado où on se met dans la peau d'un aîné en hébergement. 5e épisode, les besoins sexuels et l'intimité. Je me présente, je m'appelle Annick Leclerc, je suis conseillère cadre pour le CIS de la Côte-Nord dans l'implantation de la nouvelle politique d'hébergement, mais surtout une grande passionnée sur le sujet. Je vous présente ma co-animatrice Audrey Lévesque, chef d'unité pour la Maison des aînés et Maison alternative de Bécomo. Bienvenue Audrey! Merci Annick, j'ai vraiment hâte de vivre cette discussion-là avec toi. Audrey, j'ai envie qu'on aille tout de suite dans le vif du sujet. Quelle est la question du prochain aidant? Oui, la question est « Mon père avait encore des liens intimes avec ma mère avant de quitter la maison. Pourra-t-il continuer à avoir de l'intimité avec elle malgré son placement en CHSLD? » Oh, quelle excellente question, Audrey. Et si c'était toi, Audrey, qu'est-ce que tu ferais? C'est sûr que c'est quand même confrontant comme question. Tu sais, même moi qui est une intervenante, qui travaille avec la politique, qui est très ouverte de parler de sexualité, tout ça, ça devient quand même assez confrontant si je pense que c'était mon père ou si c'était ma mère qui était là. Tu sais, c'est sûr que moi, si je pense que mon père est en CHSLD, ma mère est toujours vivante, elle va le voir chaque jour. Puis mon père a des relations sexuelles avec une autre madame sur l'unité. Ça devient quand même assez confrontant, là, même si je suis quelqu'un qui est très ouverte par rapport à ça. Fait que je peux comprendre que ça amène vraiment des enjeux. C'est sûr que les émotions rentrent là-dedans, puis là, on peut devenir vraiment émotif par rapport à ça. Fait que en tant qu'intervenante, j'aurais le goût de vous dire oui, tout à fait, les rapports sexuels, la sexualité, ça va être de plus en plus accepté. On va encadrer nos intervenants par rapport à ça. La politique va amener ça. Mais il y a quand même un travail à faire au niveau émotif à ce niveau-là, peut-être d'éducation aussi par rapport aux différents stades de la maladie et tout ça qui vient jouer là-dedans. Mais surtout, en tant qu'intervenante, je pense que la base, c'est aussi de s'assurer que le consentement est là. Puis qu'on se trouve des moyens aussi, parce que c'est pas parce qu'on est inapte qu'on n'est pas en mesure de donner son consentement, mais il faut quand même s'assurer que le consentement est là pour l'activité sexuelle. Quand je dis qu'on brasse les valeurs, je pense qu'on est directement dans le sujet, hein, parce que c'est facile d'avoir une théorie sur une question, mais quand c'est directement nous qui est ciblé par ça, ça devient difficile. Il faut pas oublier aussi, tu sais, la politique est mise en place pour maintenant, mais pour le futur aussi. On va traverser une panoplie de générations avec des réalités au point de vue sexuel totalement différentes. Présentement, les gens sont majoritairement du monde qui ont eu une vie sexuelle pour procréer. C'est un peu la norme de l'époque. C'est un peu ces gens-là qu'on retrouve dans nos institutions, à quelques exceptions près, évidemment. Mais là, demain, là, c'est autre chose. Il ne faut pas oublier qu'on va traverser plusieurs générations avec plusieurs réalités au point de vue sexuel. On a eu les gens qui faisaient l'amour pour avoir des enfants. On va connaître demain les gens qui ont eu une liberté sexuelle, qui ont connu la contraception, qui ont connu d'avoir des rapports sexuels, que ce soit avec un partenaire ou de façon individuelle, une vie intime différente. Puis, on va connaître sous peu toute la diversité sexuelle. Des gens qui ont des genres différents, qui ont une orientation sexuelle différente. Mais c'est vraiment important ce que tu apportes, je pense, parce que c'est sûr que les personnes qui sont en CHSLD, pour la majorité, parce qu'on a aussi des personnes qui sont plus jeunes puis qui ont des déficiences physiques, etc., là, d'autres types de clientèle, mais pour la majorité, c'est des personnes que, comme tu dis, c'était très tabou, on parlait pas de sexe, on le faisait pour procréer, etc. Mais, tu sais, si on pense à la Révolution tranquille, que là, ils ont été libérés de l'Église, ils ont vraiment eu des pratiques sexuelles avec plusieurs partenaires, avec des femmes, des hommes, etc., ça va amener quelque chose de nouveau dans nos milieux quand ces personnes-là vont arriver parce que c'est moins tabou, on en a parlé davantage. Là, comme tu dis, il y a la contraception qui est arrivée, fait que c'était plus facile de comprendre que le sexe, ça pouvait être aussi pour le plaisir plutôt que pour la procréation. C'est sûr que je pense qu'il va y avoir des comportements sexuels différents puis que ça peut apporter des troubles de comportement différents aussi si on essaie de brimer ces besoins-là. J'aime ça faire le pont entre la vie sexuelle et mon gin du vendredi soir. Le vendredi, on arrive, on revient de travailler, on a envie de prendre un gin, on a envie de relaxer. C'est notre mode de vie, en fait. Mais la sexualité est aussi ce mode de vie-là. On a appris à avoir des rapports sexuels pour simplement le plaisir, alors qu'on ne connaît pas ça présentement. Fait que, comment on va transposer ça dans nos institutions? Comment on va être capable de le favoriser? Parce que ça fait partie de la vie des gens. Quand on dit avec la politique qu'il faut se coller à la réalité des gens puis s'adapter,
Bon, mais comment on le fait? Parce qu'on s'entend, Audrey, là, on a des enjeux importants, là, ne serait-ce que physiques. Tout à fait, Annick. Si on pense aux installations qu'on a, on a des lits médicaux. C'est pas des lits doubles. T'sais, même des fois, on a des couples en hébergement qui sont pas dans la même chambre parce qu'on n'a pas de lit double pour les accueillir. Ou on peut les mettre dans la même chambre, mais dans des lits séparés. C'est sûr qu'ils ont perdu des capacités physiques, on est moins souple qu'on l'était, on est moins endurant physiquement. Fait que comment qu'on peut leur permettre de continuer à avoir une vie sexuelle quand sur le plan physique, c'est plus difficile? Il va falloir qu'on puisse se poser ces questions-là aussi, là. Puis non seulement il va falloir se poser des questions, mais il va falloir travailler sur l'ouverture des gens en place. On en fait souvent des blagues parce que c'est un sujet qu'on amène en direction. Puis, tu sais, on voit déjà des gens qui sont réfractaires. « Ah non, moi, c'était ma mère, je veux pas être témoin de ça, je veux pas savoir ça. Non, ma mère, elle aura plus de rapport sexuel. » Tu sais, on le sent déjà, même avec des gens qui sont directement impliqués dans le milieu, qui sont vendus de la politique d'hébergement, qui ont envie de la mettre de l'avant. Mais quand ça touche cet aspect-là, on vient toucher à une corde qui est tellement sensible. Puis nos valeurs prennent le dessus. Puis là, est-ce qu'on va être en mesure de répondre à ce besoin-là ou pas? Oui, ça revient, je pense, un peu à ce qu'on disait, qu'on a déjà dit, c'est que on dirait que quand la personne rentre en hébergement, ça redevient un enfant. On le voit comme un enfant, comme quelqu'un qu'il faut protéger, comme quelqu'un qui n'est plus capable de prendre des décisions pour elle-même, etc. Si on voit la personne comme un enfant, c'est sûr que ça va être difficile de l'accepter, qu'il peut avoir des relations sexuelles, qu'il peut avoir des besoins sexuels, des besoins d'intimité. Fait qu'il faut vraiment, je pense que ça part, qu'il faut changer notre vision de la personne qui rentre en hébergement. C'est un adulte, c'est quelqu'un qui, oui, perd des capacités cognitives, mais c'est un adulte qui a vécu, qui est encore capable de prendre des décisions puis qui a des besoins d'adulte. Moi, pour l'avoir vécu en tant que gestionnaire en CHSLD, je vais toujours me rappeler de la journée où j'ai un employé qui rentre dans mon bureau et qui me dit « Hey, Annick, ça n'a pas de bon sens, là, je ne sais pas quoi faire avec ça. » Mais Mme Ginette est rentrée dans la chambre à M. Georges. Puis là, quand je suis rentrée, elle avait les mains dans ses culottes. Là, je ne savais pas trop quoi faire avec ça. Je la laisse-tu faire? Je la laisse-tu pas faire? C'est confrontant, là. C'est non seulement confrontant, mais ça apporte d'autres défis aussi. T'sais, on le sait, en CHSLD, il y en a qui ont des culottes. Fait que tout au niveau de l'hygiène et tout ça aussi, ça peut devenir problématique parce que faut qu'ils soient capables de répondre à leurs besoins, il faut qu'ils soient capables de faire leurs affaires, mais il faut quand même que ça soit encadré jusqu'à un certain niveau. Fait que, tu sais, comment que nous, on encadre ça sans s'immiscer aussi dans ces activités-là? Tu sais, c'est vraiment des questions qui sont complexes. Puis je pense que nos employés ont vraiment besoin d'un cadre de référence, ont besoin de se sentir appuyés là-dedans parce que déjà que c'est confrontant au niveau émotif, si en plus on leur donne pas de piste d'intervention là-dedans, c'est sûr qu'ils vont être bloqués à ce genre d'activité-là. Tu as fait le choix dans la vie, mettons, tu as étudié comme préposé aux bénéficiaires, tu as étudié comme infirmière auxiliaire, tu t'en vas travailler ton quotidien, t'offres des soins, bon, t'accompagnes. Là, on vient lui lancer un peu le défi de dire, OK, on en fait encore un peu plus, on en fait encore un peu plus. Mais là, on est rendu vraiment un peu plus loin. Là, on est vraiment rendu à une place où ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise de le faire. Comment on va en arriver à un stade où on va outiller assez ces employés-là pour qu'ils soient en mesure d'accompagner puis qu'ils soient en mesure de poursuivre une vraie vie quotidienne d'un résident en passant, évidemment, par le besoin sexuel ou le besoin d'intimité. Tout à fait. Puis c'est vraiment important parce qu'on le voit, tu sais, des messieurs qui vont avoir des comportements sexuels inadéquats avec les autres résidentes ou avec les employés. Ça, c'est confrontant aussi. Là. Il y a des gens qui, après ça, ils se sentent plus en sécurité. Ils sentent que les autres résidentes sont plus en sécurité. On va le confiner, là, entre guillemets. On va le retirer un peu de ces unités-là. On va le mettre dans une unité d'hommes, tu sais, pour essayer de contenir un peu ces comportements inadéquats-là. Mais la plupart du temps, j'ai pas une statistique sous la main, mais la plupart du temps, ça part de des besoins sexuels qui sont non répondus, qui pourraient l'être de façon positive, adéquate, et ça viendrait vraiment grandement diminuer ces comportements-là. Oui, bien, tu sais, en fait, c'est un peu le même principe que la réduction des méfaits. Il faut outiller, montrer, former pour qu'on le fasse correctement. L'objectif n'est pas d'arrêter le comportement, mais bien de l'encadrer puis de le faire de façon correcte. Il y a aussi tout l'aspect, à un moment donné, on devient confronté. Monsieur Girard vient voir sa femme, Madame Pauline. Puis là, tout d'un coup, Madame Pauline a évolué peut-être un peu dans sa maladie. Tu sais, quand on parle de maladie d'Alzheimer, elle a évolué dans sa maladie, puis elle est rendue ailleurs. Elle reconnaît moins son mari. Les jours passent, elle reconnaît moins sa famille.
Et là, tout d'un coup, Mme Pauline, elle tombe en amour avec M. Paul-Émile, qui est voisin de chambre. Fait que là, ben, son mari vient la voir. Mais là, Mme Pauline n'est plus là pantoute. Elle est en amour avec son voisin de chambre, puis elle s'en rappelle plus de son mari du quotidien. Fait que là, est-ce que tout le besoin affectif, par qui on le fait répondre, comment on gère ça, le proche n'est pas bien là-dedans, la famille n'est pas bien là-dedans, mais la dame, elle, est bien. Elle est bien, puis on a vu même des gens en amour, là, vraiment, là. Tu sais, des belles histoires d'amour qui se sont créées, là. Fait que comment on accompagne, c'est tout un aspect qui est sur un terrain très glissant pour plusieurs, là. Je pense que la politique nous amène à penser vraiment à c'est quoi qui est bien pour le résident, mais aussi, il faut accompagner les proches là-dedans. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment qu'on éduque, comme tu disais, qu'on forme, puis tu sais, reste qu'il va toujours avoir un côté émotif à ça, que peu importe les connaissances qu'on a, ça disparaîtra pas, ce côté-là. Je pense que c'est vraiment important d'accompagner les proches dans ça, mais que ultimement, c'est la résidente qui a des besoins qui doivent être répondus. C'est par là, je pense qu'il faut qu'on s'en aille. C'est par là que la politique nous amène, je pense. Puis, tu sais, tout l'aspect du résident de demain va nous forcer, en fait. On va être devant un mur, on n'aura pas le choix d'agir à ce niveau-là parce que ça fait partie vraiment d'une façon d'être des générations qui suivent, là. Donc, on aura une transition, là, la transition entre ceux qui sont là présentement puis qu'on a à gérer ce genre de situation-là, comme on vient de parler de monsieur qui tombe en amour avec sa voisine ou bon, tout ça. Demain, là, ça peut être autre chose, là. Ça peut être plus qu'une personne, ça peut être une personne du même sexe, tu sais. C'est là où je voulais aller, justement. Tu sais, il y a des personnes que toute leur vie vont avoir eu plusieurs partenaires sexuels, puis vont vouloir continuer à avoir ce type de relation-là. Puis justement, il y en a peut-être aussi qui vont vouloir avoir des relations sexuelles avec des personnes du même sexe. Est-ce que ça va venir encore plus confronter nos valeurs? Est-ce que notre génération, on est ouvert à ça aussi puis que ça n'a pas de différence? Il va y avoir des diversités de genre aussi. Peut-être pas demain, peut-être après-demain. Mais tu sais, ça va être toutes des nouvelles choses qu'il va falloir vraiment s'adapter puis vraiment former davantage là, nos employés là-dessus. Là. Oui, puis tu sais, je pense qu'il va falloir aller plus loin que dans la formation d'un employé qui intègre nos murs. Il va falloir aller plus loin là-dedans puis former en amont au niveau du ministère de l'Éducation. Parce que ce qui se passe là aujourd'hui, on est encore capable de le gérer avec nos formations qu'on a présentement. Mais que ce soit au point de vue sexuel, affectif, ou que ce soit au point de vue des milieux de vie ou de tout ça, je pense qu'il va falloir vraiment aller en amont puis aller chercher une formation différente, construite de façon différente pour répondre vraiment aux résidents, là, parce que présentement, on apprend un métier de façon plus machinale, là, sans vouloir être péjoratif, là, vraiment. Tu sais, on apprend à offrir un soin, mais c'est au-delà d'offrir un soin que d'être en hébergement. Tu sais, on ne parle pas d'un milieu comme une urgence ou comme un soin courte durée. Là, on parle vraiment d'un milieu de vie. J'ose espérer qu'un jour, on aura une spécialité en gériatrie pour nos PAB, pour nos infirmières auxiliaires et pour nos infirmières, justement, qui va venir outiller davantage, puis que quand ils vont arriver à travers nos murs, ils vont déjà avoir cette base de formation-là. Puis après ça, bien, le reste, ça s'apprend vraiment sur le terrain, là. Tout à fait. Puis je pense que de voir ça dans leur cours dès le départ, avant même d'avoir été en contact avec un résident, ils vont s'attendre plus à ça. Ça va être confrontant pareil, mais au moins, ils vont s'attendre à ça. Puis ils vont avoir déjà un peu été confrontés, ils vont déjà s'être remis en question à ce niveau-là. Fait que c'est sûr que ça va être aidant, là. Oui, parce que, tu sais, là, présentement, avec la société dans laquelle on vit présentement, on voit des diversités de genre, de l'homosexualité. On en voit depuis toujours, mais on le voit plus en vrai présentement. Tout ça, là, ça n'existe pas dans nos murs. Même si ça existe, ça n'existe pas encore. T'sais, on a encore cette... je veux pas dire rigidité-là parce que je pense que personne n'est de mauvaise foi là-dedans, mais on ne veut pas le voir. Du moins, là, je pense que présentement, on ne considère pas ça. C'est jamais considéré. Quand quelqu'un va rentrer en hébergement, une des premières questions qu'on pose, c'est avez-vous, mettons que M. Girard va intégrer l'hébergement, on va lui demander est-ce que vous avez une conjointe, M. Girard. On va jamais poser la question avez-vous un conjoint ou une conjointe? Tout à fait. Ça, on n'entendra jamais ça, là, présentement, là. Mais par contre, demain, là, on est là, là. Parce que, tu sais, M. Girard, il peut en avoir un conjoint, mais il le dira jamais, là, tu sais, à ce jour, là.
Mais demain, là, on aura tout intérêt à la poser, la question, parce que si on ne la pose pas, on va se faire dire qu'il faut la poser, là. Il y a toute une adaptation qu'il va y avoir à travers tout, là. Quand on parle d'adaptation, là, c'est les documents qu'on utilise. Quand on parle de documents, là, là, on parle jamais de genre, on parle jamais de possibilité d'avoir justement un conjoint ou une conjointe. On parle rien de ça, là. Tout est vraiment un monsieur et une madame. On est encore de façon très conventionnelle dans ce qu'on présente, comment on accueille. Ce sera un défi. Oui, puis je vais même plus loin. C'est comme si on fait un document, on décore quelque chose. Si c'est une madame, on va mettre des fleurs, puis si c'est un monsieur, on va mettre des autos. T'sais, on va falloir qu'on évolue aussi à ce niveau-là, comme on le fait dans des écoles secondaires ou comme on le fait dans d'autres institutions gouvernementales, par exemple. Oui, absolument, parce que, tu sais, on est encore... Je veux pas dire qu'on est loin derrière, là, mais on est encore la maman est en rose puis le papa est en bleu. Tout à fait. Parce que c'est une clientèle, présentement, qui vit comme ça et qui a vécu comme ça. Mais on n'est vraiment pas loin du domaine, là. Il va vraiment falloir travailler avec une évolution, là, parce que rien ne reste pris dans le temps, là. Tout évolue. Tout à fait. Puis ça m'amène à ramener un petit peu la notion de consentement versus maladie, démence et tout ça, parce que, tu sais, on se disait tantôt, ça peut être très complexe. On veut pas s'immiscer dans l'activité sexuelle, mais en même temps, on a quand même un rôle de protection et de s'assurer que les droits des résidents sont respectés, dont le consentement. Fait que je pense que ça va être de plus en plus difficile de est-ce que la personne veut cette activité sexuelle-là. Il y a des signes, je pense, qui sont très évidents. La dame, on va pouvoir le voir dans son comportement que ça y tente. Mais ça peut changer, ça peut évoluer avec le temps. Peut-être qu'à un moment donné, ça y tentera plus. Mais tu sais, nous, on le sait, par exemple, que quand ils vont dans la chambre, ils ferment la porte, c'est correct. Mais il faut quand même qu'on reste à l'affût de ça parce que, tu sais, le monsieur, il va-tu commencer à l'amener par le bras puis la traîner ou vice-versa aussi? Ça se peut que le monsieur, lui, ça y tente plus non plus, là. Il va falloir vraiment quand même rester très observateur à savoir est-ce que le consentement est maintenu dans le temps? Parce que la maladie va continuer à évoluer, les personnes vont continuer à perdre des capacités autant cognitives que physiques. Fait qu'on a quand même un rôle à jouer là-dedans. Oui, on les laisse faire, mais jusqu'à un certain niveau. Il y a tout l'aspect aussi de la vie intime personnelle, toute seule, en solo, qui est aussi généralement mal vu, là. Moi, ça m'est arrivé de voir des fois quelqu'un donner une petite tape sur la main à madame puis dire lâchez-vous, là, lâchez-vous, là. Puis la madame, elle a la main dans sa culotte, puis bon, on accepte moins bien ça, on le voit moins, on est moins à l'aise avec cet aspect-là. Si je peux conclure sur mon idée, ça serait de dire l'avenir sera vraiment, intéressant à suivre, certainement, mais il va falloir vraiment être dans un mode d'ouverture et évolutif. Vraiment. Puis, tu sais, t'amènes le point de l'intimité. C'est pas rare là, que en fait, c'est ce qui est accepté présentement. Les employés rentrent dans les chambres. On cogne pas, on rentre comme si ça nous appartenait. Mais tu sais, après ça, si on tombe sur des situations comme ça où la madame est en train d'avoir une activité sexuelle par elle-même ou le monsieur, on est outré de ça. Mais tu sais, leur chambre, c'est leur intimité. Tu sais, il va falloir qu'on change un peu cette façon de penser-là, que peut-être qu'il faudrait qu'on cogne. Si la porte est fermée, on peut-tu cogner? On peut-tu demander la permission pour rentrer? On peut-tu leur laisser leur intimité? Puis même si c'est pas sexuel, si la famille sont là puis ils veulent avoir un moment intime, nous, pourquoi qu'on rentre dans leur intimité sans demander la permission? Fait que c'est un peu ça aussi qu'on veut mettre de l'avant avec la politique, que leur intimité, c'est leur intimité, puis il faut qu'on respecte ça aussi, là. Oui. J'aimerais conclure en disant que l'avenir va être bon, qu'on va devoir être évolutif, qu'on va devoir s'ajuster. Puis surtout, il va falloir se brasser un peu à la cage puis arrêter de dire moi, j'ai pas de problème que monsieur Paul croise madame Ginette, tout ça, tant que c'est pas mon père. Sujet chaud. Merci beaucoup, Audrey Lévesque. C'était agréable d'en parler avec toi. Oui, très intéressant, Annick. Merci. Je vous invite à écouter le prochain épisode qui va toucher un sujet important au cœur de la politique, les milieux de vie. Cette série est présentée par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. Merci au ministère de la Santé et des Services sociaux pour son soutien. Phonique. Le fin son de l'histoire.